Après l'élection de Donald Trump, la situation géopolitique mondiale pourrait se retrouver bouleversée. Et derrière les réactions, les félicitations des chefs d'État du monde entier, il ne faut pas être dupe. Derrière, les négociations et les discussions vont débuter. On pense au Proche-Orient, à Gaza, au Liban, mais aussi à la situation en Ukraine ou encore à la situation en Europe. On peut aussi parler du conflit avec la Chine. On va parler aussi du climat. Bref, il y a beaucoup de choses à analyser aujourd'hui. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une de notre format des actualités du jour aujourd'hui. Toujours depuis le Capitole ici à Washington DC, avant un retour donc en France en fin de semaine. Au passage, si vous voulez un résumé plus précis des résultats de cette élection, je vous renvoie à la vidéo qu'on a sortie ce matin, heure française, en tout cas sur notre chaîne YouTube dédiée au grand format. Je vous mets le lien directement en description. Et dernière chose avant de commencer, dans ce format des actus du jour, on va passer en revue les conséquences très nombreuses pour les Américaines et pour les Américains avec cette élection. Aujourd'hui, c'est simplement la première vidéo. On va se concentrer donc sur l'impact à l'international. Alors je le disais très rapidement, et alors que la victoire de Donald Trump n'était pas encore officielle, plusieurs personnalités à travers le monde ont réagi à cette victoire. Alors je ne vais pas revenir sur toutes les réactions, ça prendrait trop de temps. On a fait un résumé des réactions directement sur notre compte Instagram. Mais par exemple, Emmanuel Macron a félicité Donald Trump sur Twitter, affirmant être prêt à travailler ensemble comme ils ont su le faire pendant 4 ans. Fin de citation. Par ailleurs, selon plusieurs médias, on peut noter qu'ils ont échangé près de 25 minutes par téléphone aujourd'hui. Mais commençons tout de suite à analyser l'impact concernant Israël, Gaza et le Liban. Côté israélien, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a félicité Donald Trump pour, je cite, le plus grand retour de l'histoire qui, selon lui, offre un puissant réengagement envers la grande alliance entre Israël et l'Amérique. Fin de citation. Il faut savoir que Trump soutient officiellement le droit d'Israël à se défendre. C'est une position qui est également partagée par Kamala Harris, qui était donc la candidate et actuelle vice-présidente des États-Unis. Les États-Unis, c'est un allié historique d'Israël, c'est un soutien militaire absolument massif pour le pays. C'est aujourd'hui les États-Unis qui fournissent massivement Israël en armes, des armes qui sont utilisées notamment en ce moment à Gaza. Alors pour le contexte, durant son premier mandat à la Maison-Blanche, Donald Trump avait été un soutien important déjà à Israël. Il avait fait transférer l'ambassade américaine en Israël de Tel Aviv à Jérusalem en 2018, reconnaissant ainsi du côté des États-Unis Jérusalem comme capitale d'Israël, ce qui va à l'encontre du consensus international et avait fait vivement polémique à l'époque. Pour l'ONU, la capitale du pays est Tel Aviv et l'ambassade de France, par exemple, en Israël, est située à Tel Aviv. Mais pendant son mandat, Donald Trump a également négocié les accords d'Abraham qui ont permis de normaliser les relations entre Israël et plusieurs pays arabes comme les Émirats arabes unis ou encore le Maroc. Mais ces derniers mois, ça ne vous aura pas échappé, on en parle régulièrement sur ce format. La situation est extrêmement critique. La situation humanitaire est catastrophique dans le territoire palestinien de Gaza, avec plus de 43 000 personnes qui ont été tuées depuis octobre 2023, selon les chiffres du ministère local du Hamas, confirmés par des ONG sur place. Face à cette situation, Donald Trump a promis dans la nuit de dimanche à lundi sur la chaîne de télévision saoudienne Al Arabiya TV. Il a déclaré, je cite, « Je ferai la paix au Moyen-Orient et bientôt ». Cependant, selon un membre de l'équipe de la première administration Trump à l'époque, le cessez-le-feu à Gaza ne semble pas être sa priorité. On peut aussi noter qu'au mois d'avril, il avait déclaré que les Israéliens devaient terminer ce qu'ils avaient commencé à Gaza, tout en estimant qu'Israël, je cite, « perdait la guerre de la communication en raison des images des destructions à Gaza ». Enfin, dernier élément, Trump avait dénoncé en avril dernier la menace de Joe Biden de cesser de livrer des armes à Israël en cas d'offensive à Rafah. Maintenant, que va-t-il faire désormais? Clairement, ça a été un allié de taille d'Israël lors de son premier mandat. Mais il faudra donc voir à quoi ça ressemble dans les prochains jours. Je vous mets des liens en description pour en savoir plus. Alors, qu'en est-il maintenant de l'Ukraine et de la Russie? Eh bien déjà, suite à la victoire de Donald Trump, on peut noter que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a félicité Donald Trump pour, je cite, son impressionnante victoire électorale, disant apprécier l'engagement du président Trump en faveur de l'approche de la paix par la force dans les affaires internationales. Fin de citation. Côté russe, le porte-parole du Kremlin a annoncé que le président russe Vladimir Poutine n'a pas l'intention de féliciter Donald Trump. Ce n'est pas forcément étonnant en soi, puisqu'il faut quand même noter que les États-Unis restent une puissance impliquée massivement dans la guerre en Ukraine, de fait donc contre la Russie. Alors sur ce sujet-là, pendant la campagne électorale, Donald Trump a affirmé plusieurs fois que s'il était élu, il mettrait fin à la guerre en Ukraine en 24 heures et qu'il pourrait restaurer la paix en Europe. Il s'est notamment dit prêt à renforcer des négociations entre Volodymyr Zelensky d'un côté et Vladimir Poutine de l'autre côté, même si cela pourrait impliquer
pour l'Ukraine de céder des territoires occupés par la Russie. Par ailleurs, plusieurs observateurs en Ukraine s'inquiètent d'une baisse potentielle du soutien financier et militaire américain à l'Ukraine, avec Donald Trump donc qui serait élu président. En effet, Donald Trump et les républicains ont très vivement critiqué ces derniers mois le soutien financier aussi important à l'Ukraine. Pour résumer donc, côté ukrainien, on craint une volonté de Trump de stopper le financement et de tenter en fait de parvenir à une paix le plus rapidement possible, et ce, quitte à ce que ce soit au prix de la perte d'une part importante du territoire ukrainien au profit de la Russie en négociant dès maintenant. Mais il faut noter donc que c'est une position qui est de plus en plus défendue du côté des États-Unis, une partie de la population mais aussi donc des élus qui appellent le pays à se recentrer en quelque sorte sur lui-même et à ne plus s'impliquer en Ukraine. En tout cas, lorsque j'avais interviewé le président ukrainien Volodymyr Zelensky il y a quelques mois en Ukraine, il évoquait cette question de l'aide financière et de la dépendance à l'aide notamment américaine. Pour voir cette interview, elle est sur notre chaîne YouTube dédiée au grand format. Vous commencez à la connaître, je vous mets le lien directement en description. Mais il y a aussi un autre dossier qu'il va falloir suivre de très près et ça concerne l'OTAN. L'OTAN, c'est donc cette alliance politique et militaire de pays occidentaux principalement et qui est menée par les États-Unis. En fait, Donald Trump a déjà menacé de se retirer de cette alliance si les pays européens ne respectaient pas leurs engagements budgétaires. En fait, il faut savoir que quand on est membre de l'OTAN, et la France par exemple est membre de l'OTAN, eh bien il y a théoriquement une obligation pour les États membres de consacrer au moins 2% de leur PIB, donc de toute leur richesse produite en un an, aux dépenses de défense, donc aux dépenses de l'armée. Le problème, c'est que de nombreux pays européens ne remplissent pas cette obligation, alors que les États-Unis respectent cette règle. Et par ailleurs, dans la lignée de tout ça, en février, on peut noter que Donald Trump a mis en cause le principe de solidarité au sein de l'OTAN. En fait, selon l'article 5 de l'OTAN, une attaque armée contre un pays de l'OTAN doit pousser les autres pays qui sont membres de l'OTAN à le défendre. Mais donc, Trump a laissé sous-entendre que, il laisserait potentiellement la Russie attaquer tout membre de l'OTAN qui ne contribuerait pas suffisamment au budget de l'Alliance. C'est donc un sujet évidemment qu'il faudra surveiller là aussi dans les prochains jours. Alors il y a d'autres sujets internationaux qui posent évidemment question. On peut parler par exemple de la question des relations avec la Chine. Les États-Unis et la Chine sont très clairement dans une guerre commerciale depuis de nombreuses années maintenant. Le dossier le plus évoqué ou le plus médiatique, c'est la question de la vente potentielle de TikTok, mais c'est loin d'être le seul sujet. Et puis il y a aussi des questions d'un point de vue militaire, avec par exemple Joe Biden qui a déjà affirmé qu'il défendrait militairement Taïwan en cas d'invasion de Taïwan par la Chine. Quelle va être la position de Donald Trump sur ce sujet dans les prochaines années? Là aussi, il faudra l'observer. Même chose notamment sur le sujet de l'Iran, on aura l'occasion d'en reparler. Et je voulais terminer avec un autre sujet qui est la question du climat, la question de l'environnement. Là, en l'occurrence, c'est un sujet mondial qui nous concerne tous. Lors de son premier mandat, il faut savoir que Donald Trump s'était retiré de l'accord de Paris sur le climat de 2015, un accord qu'il estimait nuire à l'économie américaine. Cet accord, il prévoit de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré par rapport au niveau pré-industriel, et ce en réduisant, vous le savez, les émissions de gaz à effet de serre. Avec l'arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche, les États-Unis avaient réintégré cet accord de Paris. On verra donc ce que fait Donald Trump. Et ce qu'on peut noter tout de même, c'est que durant sa campagne, Donald Trump a régulièrement qualifié les objectifs de réduction des gaz à effet de serre de harcèlement, je cite, envers l'industrie pétrolière. Il a aussi déclaré que la montée du niveau de la mer était, je cite, une opportunité économique pour l'immobilier balnéaire. Par ailleurs, dans ses mesures concrètes qu'il a déjà annoncées, il a déclaré qu'il voulait supprimer l'Agence de protection de l'environnement et l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique. Enfin, il veut retirer massivement le soutien du gouvernement américain aux énergies renouvelables. Et à l'inverse, et ça on l'a vu lorsqu'on était à l'un de ses meetings il y a quelques jours en Pennsylvanie, il souhaite encourager le forage de pétrole et de gaz qui sont tous les deux responsables du changement climatique. Et toujours ici donc, l'argument qu'il met en avant, c'est l'opportunité économique. Bien évidemment, il y a d'autres sujets, là on s'est concentré sur le principal, mais dans les prochains jours, donc dans ce format des Actus du jour, on va continuer à analyser les conséquences de cette élection, y compris donc directement aux États-Unis. Pensez donc à suivre ce format des Actus du jour en vous abonnant à la chaîne YouTube des Actus du jour ou alors en suivant ce format en podcast audio. Vous le savez, c'est disponible sur toutes les plateformes de podcast. Vous tapez Hugo Décrypte et vous allez pouvoir le retrouver. Sur notre chaîne YouTube des grands formats, vous le savez aussi, on a fait d'autres vidéos sur cette élection, y compris sur les résultats. Je vous mets le lien de cette chaîne directement en description. Merci au passage pour votre confiance ces derniers jours et d'avoir suivi cette campagne présidentielle américaine avec nous. On rentre en France en fin de semaine. Je vous laisse avec Léa pour les actualités en bref et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a renvoyé son ministre de la Défense Yoav Gallant ce mardi. Leur relation était devenue
devenue tendue depuis le début de la guerre à Gaza. Benyamin Netanyahou a expliqué cette décision en indiquant que sa confiance envers son ministre, en poste depuis 2022, s'est érodée ces derniers mois. De son côté, Yoav Gallant a répondu sur X, je cite, que la sécurité d'Israël a été et restera la mission de sa vie. Et c'est donc l'actuel ministre israélien des Affaires étrangères, Israel Katz, qui a été nommé à sa place. Il s'agit d'un allié de longue date de Benyamin Netanyahou. Suite à cette annonce, des milliers d'Israéliens ont manifesté à travers le pays, notamment pour demander à Israel Katz de trouver un accord avec le Hamas pour libérer les otages encore retenus dans la bande de Gaza. Deuxième actu, une semaine après les inondations meurtrières qui ont touché le sud-est de l'Espagne, 89 personnes sont toujours portées disparues dans la région de Valence, c'est ce qu'a annoncé la justice régionale de Valence. C'est la première fois que les autorités régionales de Valence partagent un nombre de personnes portées disparues. Selon le dernier bilan fourni par les autorités, les inondations ont fait au moins 219 morts, dont 214 dans la région de Valence, depuis ce 29 octobre. Devant l'ampleur de cette catastrophe, le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a annoncé la mise en place d'un plan d'urgence de 10,6 milliards d'euros ce mardi pour venir en aide aux habitants et aux entreprises affectées. Troisième actu, de premiers affrontements entre des soldats ukrainiens et nord-coréens ont eu lieu en Russie. C'est ce qu'a annoncé ce mardi le ministre ukrainien de la Défense aux médias sud-coréens KBS. Ce sont donc les premiers affrontements entre ces deux armées depuis le début de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie en février 2022. En fait, fin octobre, les États-Unis avaient accusé la Corée du Nord d'avoir envoyé des milliers de soldats nord-coréens en Russie afin de potentiellement combattre contre l'Ukraine. D'après le président ukrainien Volodymyr Zelensky, environ 11 000 soldats nord-coréens ont été déployés dans la région de Koursk en Russie, à proximité de la frontière avec l'Ukraine, et ces affrontements risquent d'aggraver, je cite, l'instabilité dans le monde. Parallèlement à ça, la Chambre haute du Parlement russe, donc l'équivalent du Sénat en France, a ratifié ce mercredi le traité de défense mutuelle conclu avec la Corée du Nord. Ce traité prévoit notamment une aide militaire immédiate réciproque en cas d'attaque contre l'un des deux pays. Vladimir Poutine doit encore promulguer le texte pour qu'il entre en vigueur. Quatrième actu, les syndicats cheminots de la SNCF ont appelé à une journée de grève le 21 novembre prochain. C'est ce qu'ils ont annoncé ce mardi dans un communiqué après une rencontre avec la direction du groupe. Alors concrètement, les syndicats protestent notamment contre le démantèlement de Fret SNCF, la branche dédiée au transport de marchandises sur les rails, et contre l'ouverture à la concurrence des activités TER, Transilien et Intercité. Les syndicats ont prévenu que cette journée de grève était un ultimatum avant, je cite, un mouvement de grève plus long et plus fort en décembre si le gouvernement et la SNCF ne répondent pas à leurs revendications. On suivra ça. Cinquième actu, les locaux parisiens de Netflix, la plateforme américaine de streaming, ont été perquisitionnés ce mardi par les autorités françaises. Les perquisitions se sont poursuivies ce mercredi, selon les informations de France Info, alors que la perquisition menée au siège des sociétés Netflix Europe à Amsterdam, aux Pays-Bas, s'est terminée mardi soir. Ces perquisitions ont lieu dans le cadre d'une enquête ouverte en novembre 2022 par le parquet national financier pour des soupçons de fraude fiscale aggravée et de travail dissimulé en bande organisée de la part de Netflix en France. En fait, Netflix est notamment soupçonné d'avoir minimisé son chiffre d'affaires en France en le déportant aux Pays-Bas afin de payer moins d'impôts. De son côté, Netflix France a déclaré respecter les lois et réglementations fiscales dans tous les pays où l'entreprise opère. Sixième actu, le nombre de victimes de violences conjugales enregistrées en France a augmenté de 10% en 2023 par rapport à 2022, selon les chiffres publiés par le ministère de l'Intérieur ce mercredi. Les services de sécurité ont plus précisément enregistré 271 000 victimes de violences conjugales en 2023. Selon les données, 85% des victimes enregistrées sont des femmes et 86% des mis en cause sont des hommes. Les 2/3 des violences conjugales enregistrées consistent en des violences physiques. Selon le rapport, le nombre de victimes enregistrées a doublé depuis 2016 en raison, je cite, de la libération de la parole et de l'amélioration des conditions d'accueil des victimes par les services de police et de gendarmerie. Et on finit avec cette actu, le premier satellite en bois du monde est en route vers l'espace à bord d'une fusée sans pilote SpaceX qui est l'entreprise d'Elon Musk. Nommé Lignosat, ce satellite expérimental a été conçu à base de bois de magnolia afin de réduire l'impact de la pollution liée au satellite qui se transforme en débris métalliques en fin de vie. Selon les concepteurs japonais de ce satellite, le bois devrait se consumer sans générer de déchets. Lignosat devrait bientôt arriver à la Station spatiale internationale et il sera ensuite envoyé dans l'espace un mois plus tard afin de tester sa solidité et sa durabilité. Merci beaucoup Léa pour les actualités en bref. C'est tout donc pour aujourd'hui. Je vous mets en description le lien de notre chaîne YouTube dédiée au grand format. Et pour suivre ce format des actus du jour en version podcast, rendez-vous sur Spotify, Apple Podcast, etc. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.